Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le point lecture du mois de mai 2023. Pour ce point lecture, je vais vous présenter 9 livres au total parmi les lectures marquantes de ce mois, sachant que je ne les ai pas tous en ma possession parce que la plupart je les ai prêtés parce qu'ils étaient vraiment chouettes. Ou dans le cas de livres que je n'ai pas aimés pour avoir un second avis, pour nuancer un petit peu mes propos. Dans ce point lecture, vous pourrez retrouver 8 crimes parfaits de Peter Swanson aux éditions Gallmeister, Reste d'Adeline Dieudonné aux éditions Iconoclast, Les fantômes de demain de Verena Kessler aux éditions Actes Sud, Violet Made of Thorns de Gina Chen aux éditions Robert Laffont, Cendrillon est morte de Kaylin Byron aux éditions De Saxus, Les âmes torrentielles d'Agathe Portail aux éditions Actes Sud également, Les vallées closes de Michael Brun-Arnaud aux éditions Robert Laffont, Ici et seulement ici de Christelle Dabos chez Gallimard Jeunesse, et enfin une BD, La génétique au cœur de Philippa Mouyel et Héloïse Chochois aux éditions d'Argo. Vous me suivez ? Et on va commencer sans plus attendre avec 8 crimes parfaits de Peter Swanson, donc aux éditions Gallmeister comme je l'ai dit, et qui est pour moi un très gros coup de cœur de ce mois. Et pourtant c'était plutôt compliqué de base de faire mieux que son précédent ouvrage qui s'appelait Vis-à-vis, que j'avais énormément apprécié, j'avais beaucoup d'attentes et je n'ai pas été déçue du tout. Pour ce qui est de l'histoire, on est à Boston au cours d'un hiver très froid et on se retrouve plus précisément dans une librairie spécialisée en romans policiers et thrillers, qui est co-géré par le personnage principal qui s'appelle Malcolm Kershaw. Ce monsieur il est un peu difficile à cerner, il est passionné par son métier, il est passionné par la littérature policière et en fait il va être tout simplement contacté par la police qui va lui dire écoutez, il y a plusieurs années vous avez réalisé une liste sur internet des meilleurs crimes réalisés dans la littérature policière et malheureusement il semblerait qu'un meurtrier s'inspire grandement de la liste de notre libraire, ce qui fait que pour éviter de prochains meurtres et pour comprendre un peu les raisonnements du meurtrier, notre libraire, Malcolm, va devoir s'allier à la police pour essayer d'arrêter le meurtrier. C'est vraiment très chouette. Déjà au niveau de l'ambiance, on est sur quelque chose, comme pour Vis-à-vis, on est sur quelque chose de très prenant. Au niveau de cette ambiance qui est lourde, sombre, on sait pas trop où on va nous mener. Et en même temps, il y a cet hiver très froid à Boston qu'il est très facile d'imaginer parce qu'en fait, de temps à autre, on nous le rappelle. J'ai également beaucoup aimé le fait qu'on ait comme ça plein de petits clins d'œil, de références à de grands textes de la littérature policière. Personnellement, je n'en connaissais pas beaucoup et pourtant j'ai eu un cours de policier mais c'était pas tip top. Ce qui m'a du coup vraiment aidé à trouver des classiques vers lesquels m'orienter, que je ne connaissais pas forcément et qui m'avaient l'air très prometteurs. À noter quand même qu'il y a pas mal de spoilers, donc si vous voulez les lire pour le suspense, c'est un peu loupé. Mais bon, ça donne suffisamment envie pour se lancer quand même. Toujours en ce qui concerne ce livre, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié, alors à nouveau je vous compare beaucoup à Vis-à-vis, mais comme je vous l'ai dit, Vis-à-vis ça a été un très gros coup de cœur et en fait on retrouve vraiment ce système d'intensité qui monte, la pression qui monte et nous en tant que lecteur on arrive vers la fin et on se demande comment tout ça va exploser, quand est-ce que tout ça va exploser et vraiment sans rien dire de ce qui se passe à la fin, c'est vraiment une fin inoubliable, marquante, explosive, tout ce que vous voulez, mais j'ai vraiment été séduite du début à la fin. En ce qui concerne l'écriture, à nouveau je ne peux que vous dire que c'était une écriture géniale, que Peter Swanson fait vraiment partie de mes auteurs préférés en policier thriller. Pourtant c'est pas un genre que j'apprécie des masses. Et là au niveau de l'écriture on est sur quelque chose de toujours autant addictif, de rythmé. Les chapitres ils s'enchaînent très rapidement. Personnellement je crois que je l'ai lu en même pas une journée, tellement j'étais à fond dedans et que je voulais savoir ce qui allait se passer à la toute fin. Concernant le personnage de Malcolm, alors je vous l'ai présenté très rapidement comme étant un personnage un peu difficile à cerner et c'est toute la force de ce personnage, c'est que c'est un libraire dont on ne sait pas grand chose, mais ce qui est vraiment chouette, là en fait il y a une dualité dans le personnage qui est vraiment très intéressante à approcher et on sent que plus ça va et plus il s'y prend au jeu et que ça peut vraiment devenir dangereux s'il n'y fait pas un peu attention. Et pour toutes ces raisons, je vous le recommande vivement parce que c'est vraiment le genre de livre qui fait plaisir à lire, qui détend, qui propose en même temps une ambiance très particulière. Enfin, c'est un livre à
addictif, voilà. Un livre addictif que vous ne pourrez pas lâcher avec des personnages très sympas. Donc n'hésitez plus. Alors, après ça, j'ai pas le livre, enfin je l'ai plus, je l'ai prêté. Donc je vais vous parler de Reste d'Adeline Dieudonné qui a été pas un coup de cœur, mais une très bonne lecture. Sachant que je partais de base avec un bagage plutôt négatif. Mais d'abord, je vais vous parler un peu de l'histoire. On est sur un roman épistolaire où une jeune femme va passer un séjour au bord d'un lac près de la montagne avec son amant dans un chalet très cosy. Tout se passe bien, sauf que malheureusement, l'amant va faire une crise cardiaque et la jeune femme se retrouve bien embêtée parce qu'elle ne sait pas quoi faire du corps. Elle ne sait pas comment annoncer la nouvelle à la femme officielle et comment se dépatouiller tout simplement de la situation dans laquelle elle se trouve. Ce qu'elle va faire, c'est plutôt particulier, mais elle va commencer une correspondance avec la femme officielle pour lui dire à quel point elle aimait son mari, à quel point ce dernier pouvait par exemple aimer la femme officielle. Je l'appelle la femme officielle, c'est pas très respectueux j'ai l'impression, mais on va dire la femme officielle. Voilà, donc elle va lui raconter leur vie à deux, mais la vie également qu'il entretenait avec donc sa femme officielle et sa famille. Et petit à petit comme ça, en fait, elle va créer un lien avec cette femme dont on n'a jamais les réponses. En fait, on a juste les lettres de notre héroïne, de notre narratrice, qui se lance vraiment dans une aventure un peu rocambolesque pour essayer d'échapper à une situation où elle ne sait pas trop quoi faire avec le corps de son amant dont elle ne veut pas se séparer. Je vous laisse deviner un petit peu, envisager les possibilités qui s'offrent avec un tel synopsis. Bref, vous vous en rendrez compte, mais Adeline Dieudonné, elle propose souvent des choses très décalées. J'avais lu La Vraie Vie, et c'est là un peu l'histoire de ce bagage négatif, c'est que j'ai pas du tout accroché. Après, pour être honnête, je m'y attendais pas à autant d'étrangeté. Maintenant que je connais un peu le personnage, que je sais que c'est un peu sa came entre guillemets, on va dire que je suis plus préparée et que pour Reste, c'est mieux passé. Comme je vous l'ai dit, c'est une très bonne découverte. Pas le coup de cœur, mais une bonne lecture, quelque chose qui fait passer vraiment un bon moment. Parce que par rapport notamment à La Vraie Vie, je l'ai trouvé plus abordable et plus marrant en fait. Plus décalé, marrant. Déjà, j'ai trouvé que le format était hyper sympa, le côté correspondance, ça permet de refléter l'écriture d'Adeline Dieudonné qui a une écriture très soignée, très poétique même parfois, elle fait vraiment de très très belles phrases. Ce format de correspondance, ça permet de fluidifier les informations qui sont données, la caractérisation des personnages, l'intrigue également, et j'ai trouvé ça vraiment très très sympa à découvrir. Comme je l'ai dit, on retrouve très rapidement le grain de folie de l'autrice, mais j'ai trouvé que par rapport à La Vraie Vie où tout était très étrange, là le côté un peu décalé et nuancé par le personnage principal qui m'a semblé très réaliste. En fait, j'avais vraiment envie de croire dans le fait qu'elle puisse exister. J'avais l'impression que c'était tout à fait possible. Ouais, je l'ai trouvée vraiment étrangement réaliste et à la fois touchante parce que dans sa correspondance, elle va vraiment chercher à se livrer sur ses émotions, sur sa relation même avec son amant. Alors le destinataire, je sais pas si c'est le bon pour parler de tout ça, mais bon, ça fait que en tant que lecteur, nous qui accédons à cette correspondance, on est amené à mieux la comprendre, en tout cas à mieux cerner le personnage et à presque à être attaché à cette jeune femme. À nouveau, ce qui m'a beaucoup surpris dans le bon sens du terme, c'est la manière dont l'autrice s'est dépatouillée avec la fin. Arrivée vers les dernières pages, j'avais un peu peur parce que déjà vers le milieu, on sait pas trop vers où on veut nous emmener, mais là la fin, elle était très très bien gérée. J'ai trouvé que c'était déjà un très très bel épilogue, émotionnellement parlant, et que même c'est le genre de fin où ça marque l'esprit autant que le reste de l'ouvrage de toute façon. Mais non, j'ai pas été déçue du début à la fin, j'ai vraiment été dans cette continuité de c'est une bonne expérience, je sais pas trop où je vais, mais c'est une bonne expérience et ça m'a vraiment permis de profiter à fond de ma lecture. Ce qui est vraiment aussi intéressant dans ce livre, c'est qu'on va parler de plein de thématiques que moi j'adore tout particulièrement retrouver. Donc la question des relations hommes-femmes, qu'est-ce que c'est que le couple, qu'est-ce que c'est que la fidélité et surtout qu'est-ce que l'amour. L'amour dont on voit vraiment différentes formes, dont on cherche à approcher, et je trouve que même justement le style d'écriture d'Adeline Dieudonné avec ce côté un peu poétique parfois va vraiment servir à essayer de mettre des mots sur cette émotion que finalement c'est un peu compliqué de définir correctement, en tout cas de mettre des frontières très claires. Et ouais, je pense que ça a vraiment été quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ma lecture, c'est ce côté un peu par réflexion sur l'amour, parce que ça voudrait dire quelque chose de plus plombant quand même à mon sens, mais l'air de rien, on cherche à comprendre les liens qui unissaient les différents personnages et c'était très chouette. Et surtout, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un livre original, ça c'est sûr, et donc pour toutes ces raisons, je vous le recommande vivement. Le prochain livre dont je vais vous parler, il a été publié par les éditions Actes Sud, et donc il s'agit de Les fantômes de demain de Verena Kessler. Je sais pas si je le prononce bien, je suis désolée par avance si j'écorche
écorche le nom. C'est un premier roman et c'est surtout une très très belle découverte. J'ai pas été à 100% séduite parce que j'avoue il y a eu une petite part de frustration que je vous présenterai juste après, mais ça reste une très très belle découverte et c'est le genre de livre qui me donne envie de suivre le reste du travail de l'autrice et de voir les prochaines parutions. En l'occurrence pour ce qui concerne l'histoire, on se retrouve dans la ville de demain en Allemagne. On va suivre principalement deux personnages dont on alterne les points de vue. On a d'un côté une vieille dame qui s'appelle Madame Dolberg et on comprend très rapidement que cette vieille dame, voilà, elle est âgée et elle arrive plus forcément à garder toute son autonomie dans la maison où elle a toujours vécu et donc petit à petit elle est amenée à faire ses cartons, elle est un peu poussée vers la maison de retraite même et ça la conduit à se replonger dans ses souvenirs qui sont liés donc à la Seconde Guerre mondiale avec un drame pour le coup vraiment basé sur de faits réels, c'est-à-dire que à la fin de la guerre, la ville de demain a été le théâtre d'un drame qui a conduit de nombreuses personnes à juste voilà, se donner la mort dans la rivière de la ville quand les alliés sont arrivés et que l'armée allemande s'est repliée. Dans le désespoir, dans la confusion générale totale, voilà, notre Madame Dolberg est l'une des rescapées de ce drame, sauf que elle a perdu des membres de sa famille dans cette histoire et c'est notamment ces souvenirs-là qu'elle est amenée à revoir. Et de l'autre côté, on a une toute jeune fille qui n'est autre que sa voisine et qui s'appelle Larry. Larry, pareil, elle évolue dans un cadre familial un peu compliqué. On comprend rapidement qu'il y a une sorte de fantôme qui pèse un peu sur son cadre familial et qui a fait d'ailleurs exploser carrément le couple de ses parents. Et elle, tout ce qu'elle veut, c'est devenir reporter de guerre. Alors c'est quelque chose qui vraiment l'anime. Elle s'entraîne même chaque jour dans le but de devenir reporter de guerre. C'est pas forcément compris de la part de son entourage, mais ça reste sa motivation dans la vie et son but. Ces deux personnes, en fait, elles ont vraiment, comment dire, elles ont un rapport très fort, même si jamais elles ne vont interagir l'une avec l'autre. Elles vont se croiser, peut-être se regarder, se dire bonjour rapidement, mais on comprend vraiment que le côté différence générationnelle fait qu'il n'y a jamais eu de grandes discussions entre l'une et l'autre. Moi, ce qui m'a beaucoup chagriné, c'est qu'on a tout ce cadre sur la Seconde Guerre mondiale, mais que j'ai trouvé que ça manquait d'approfondissement. En fait, c'est vraiment évoqué de manière subtile, à travers les souvenirs, à travers Larry qui fait quelques découvertes, mais moi j'aurais aimé que ce soit plus approfondi, et je pense que c'est vraiment ça qui m'a frustrée, d'autant plus que je trouvais vraiment intéressant d'aborder comme ça une part de l'histoire qui est pas du tout connue, ou très peu, et pourtant qui gagnerait à l'être, parce que je pense pas que ce soit le seul drame qui s'est joué à la fin de la guerre quand les alliés ont débarqué. Et ce que je trouve aussi dommage, c'est que le manque de lien entre d'un côté Larry et Madame Dolberg, et j'ai trouvé ça dommage de pas créer une passerelle entre les deux. On va dire que c'est au lecteur plus ou moins de faire lui-même la passerelle, mais les deux personnages vont jamais se parler, vont jamais interagir. Surtout que, voilà, elles ont vraiment des visions très différentes. L'une, elle est vraiment focus sur le passé, sur ses souvenirs, tandis que la jeune fille, Larry, elle est vraiment en train de se projeter sur son futur. Elle est en train de se construire tout simplement, et j'ai trouvé ça dommage que leurs drames familiaux soient pas mis en corrélation ou des choses comme ça. En tout cas, que ce soit pas confronté l'un à l'autre. Ça n'en reste pas moins un livre que j'ai beaucoup apprécié. Une lecture très touchante, bouleversante même, je dirais. C'est très très bien écrit, autant d'un point de vue des émotions que de l'action. Pour un premier roman, c'est très très bien écrit. On voit vraiment que l'autrice a du potentiel et j'ai hâte de lire ses prochaines parutions. Et moi personnellement, j'ai été très touchée par Madame Dolberg, qui est très attendrissante dans sa façon, voilà, de faire un tri d'abord dans ses affaires, puis après de les mettre en carton. Et tout ce processus, ça lui rappelle vraiment plein de souvenirs différents qui vont l'amener comme ça à repenser des choses, à se dire mince, j'aurais peut-être pu agir autrement, voilà, à reconsidérer des actes du passé et aussi à chercher des réponses sur ce qui s'est passé par rapport au drame de demain. Donc vraiment une très belle lecture. Si vous voulez quelque chose, voilà, de poignant, je vous invite vraiment à le lire, en ayant à l'esprit que voilà, la partie histoire est plutôt légèrement abordée. Comme ça, vous n'aurez pas de frustration comme moi. Pour le prochain livre, on est vraiment sur un tout autre registre avec de la fantasy young adulte, avec Violet Made of Thorns de Gina Chen aux éditions Robert Laffont. En ce qui concerne l'histoire, on suit le personnage de Violette, qui est la prophétesse du royaume où elle se trouve. Donc elle est plutôt dans une sorte de donjon, voilà, où elle dicte ses prédictions, notamment en ce qui concerne l'avenir du royaume. Sauf que nous, en tant que lecteurs, on comprend rapidement que c'est une grosse menteuse, tout simplement, et que
il arrive régulièrement que pour sauver sa place ou parce que le roi lui ordonne, elle va un peu arranger les prédictions selon les convenances. Pour autant, elle a quand même le pouvoir de préscience en devinant certains événements ou en tout cas en rassemblant des indices qui peuvent amener à une vraie prédiction qu'elle ne déforme souvent. Du fait de ce côté un peu mensonge, elle s'est mise en porte-à-faux avec le prince Cyrus, qui est donc le prince du royaume avec qui elle a grandi. Elle l'a même sauvé quand ils étaient tout jeunes. Sauf que normalement, les parcs, donc les divinités qui sont censées réguler comme ça la vie des êtres humains, n'ont pas du tout apprécié que le destin soit ainsi défait par une toute jeune fille et ont donc décidé de lancer une malédiction sur ce fameux prince, le condamnant à un funeste destin dont tout le royaume est au courant. Et Violette, en tant que prédiction, a donné l'idée comme quoi le prince, en revenant donc du tour de son royaume, reviendrait avec une fiancée qui elle serait la réponse à cette malédiction. Sauf que la relation n'est pas au beau fixe entre Violette et Cyrus, parce que Cyrus sait très bien que Violette ment, il ne la croit pas du tout et même il lui reproche énormément ce trait de caractère. Vous vous en doutez, ça va faire des étincelles, surtout que quand le prince revient, il revient sans fiancée et donc les gens commencent à parler et notamment commencent à parler autour de Violette et de sa position qui devient du coup plutôt instable, ce qui n'est pas pour lui plaire. Je ne vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de trop vous spoiler, je vous mets juste rapidement dans le contexte comme ça. Pour être honnête, c'est de la fantasy sans trop en être. Alors c'est pas forcément une mauvaise chose, moi je vois plus ça comme une porte d'entrée vers le genre de la fantasy, parce qu'en fait on ne voyage pas tant que ça, on ne découvre pas tant que ça le royaume, son organisation, tout ça, le peuple même. On reste vraiment concentré sur le château, la tour, les jardins à la rigueur, enfin bref, surtout ce cadre où Violette évolue en compagnie du prince Cyrus, sans jamais trop sortir de cette zone de confort. C'est d'ailleurs un point que je reproche un peu au livre, c'est que c'est pas très approfondi. Autre bémol, la romance entre Cyrus et Violette qu'on devine à des kilomètres. Dès les premières pages, de toute façon dès qu'on les voit interagir, on sent que les deux sont liés plus qu'ils ne le voudraient parfois. Et surtout, ça n'apporte pas grand chose, je trouve, à l'histoire. En tout cas, la façon dont c'est amené, j'ai pas ressenti de waouh devant la romance. Au-delà de ça, ça reste quand même une très bonne découverte. Comme je vous l'ai dit, le fait que ce soit pas trop approfondi, ça peut être un point négatif, mais moi j'y vois le positif, le côté porte d'entrée. Parce que ça reste vraiment une lecture plaisante avec des rebondissements, une intrigue plutôt originale et sympa à suivre, des chapitres qui sont rythmés et tout ça s'enchaîne plutôt naturellement. Je l'ai dévoré aussi en une journée même pas. Le gros point fort, c'est surtout le personnage de Violette qui est un peu l'aspect anti-héroïne, du fait de son côté menteur déjà, mais surtout le côté un peu impulsif, colérique, teigneuse et tout ce que vous voulez. Ça provoque généralement des joutes verbales avec Cyrus qui est un peu dans le même état d'esprit, exception faite du côté menteur. Mais ça crée des échanges qui dynamisent vraiment la lecture et qui apportent un petit sourire en coin face à certaines piques. Et c'est surtout intéressant de voir son côté décidé. Elle est vraiment décidée à conserver sa place, peu importe ce que ça lui coûte, peu importe les dangers auxquels elle s'expose, et j'ai beaucoup aimé cette ténacité en fait dans le caractère du personnage. C'est ce côté, on nous propose une héroïne qui n'est pas forcément une héroïne déjà et qui change un peu de ce qu'on peut retrouver. Et donc pour toutes ces raisons, moi je vous invite vivement à le lire si vous avez envie de lire de la littérature young adulte qui permet de passer un bon moment. Pour la prochaine lecture que je tenais à vous présenter et que j'ai faite durant ce mois de mai, je vais vous parler de Cendrillon est morte de Kaylin Byron aux éditions de Saxius, qui est à nouveau une lecture plutôt mitigée. Alors c'était plaisant comme lecture, mais pas le coup de cœur que j'espérais. Je m'explique. Déjà en ce qui concerne l'histoire, on est sur quelque chose de vraiment sympa, né 200 ans plus tard après le conte de Cendrillon. Donc on parle du posteriori que Cendrillon a vraiment existé et que à la suite de son histoire, le conte s'est transmis de génération en génération. Et en fait ce qui se passe, c'est que chaque année, les jeunes femmes du royaume sont forcées, on va le dire, sont forcées à participer à un bal où des hommes vont les choisir en tant qu'épouses. De mémoire, les filles ont 3 chances. Si au bout de 3 balles, aucun homme ne les a choisies, elles connaissent un sort plutôt funeste. Chacune met ses chances de son côté, va contacter des marraines fées avec de l'ambroisie parce que c'est la seule manière de s'attirer leur faveur. Bref, vous voyez, plein de petits clins d'œil comme ça aux contes de fées qui sont très sympas. Et nous, on va suivre Sophia, qui a donc 16 ans et qui va participer à son premier bal. Sauf que Sophia, elle a un
gros coup de foudre pour sa meilleure amie, Erin, qui n'est pas forcément réciproque, en tout cas leur situation est un peu compliquée à cerner. Erin, tout ce à quoi elle aspire, c'est la tranquillité, et donc elle y va à ce bal, elle trouve chaussures à son pied d'une certaine façon, et Sophia en fait se retrouve un peu, comment dire, à faire tâche parce qu'elle ne veut pas se plier tout simplement aux règles de ce monde. Du coup, pour ne rien arranger à sa situation, elle décide de fuir tout simplement, et elle va faire une rencontre plutôt particulière qui va l'amener à reconsidérer le conte de Cendrillon et les déformations possibles qui ont été faites dans le temps. Donc c'est un livre sur le papier qui est vraiment très sympa. Moi j'ai lu le résumé et j'ai direct été séduite, je me suis dit oula, celui-là je le lis directement, ça n'a pas loupé. Déjà, moi ce qui m'a énormément plu, c'est le fait qu'on retrouve une romance LGBT qu'on ne retrouve pas assez souvent encore, je trouve, dans la littérature young adulte, et c'est dommage parce que vraiment ça apporte quelque chose de nouveau, du peps dans l'histoire, une autre dynamique que les relations hétérosexuelles normées, etc. Comme je vous le disais, l'intrigue, moi, elle m'a beaucoup plu, c'est vraiment quelque chose de très original. On est sur une réécriture du conte avec une vision beaucoup plus sombre de l'histoire de Cendrillon et beaucoup plus moderne, engagée, militant, parce que l'air de rien, en fait, ce livre, ça va être aussi l'occasion de dénoncer les violences faites aux femmes, donc que ce soit par la société, également dans le cadre de la famille, dans le cadre du couple, que ce soit des violences morales ou physiques. Mais le gros bémol, ça a été les personnages, en fait. C'est un peu paradoxal, mais j'ai trouvé qu'ils étaient pas assez creusés. Tout le long du livre, j'ai un peu l'impression de voir des façades, des pantins un peu sans âme qui évoluaient, qui accomplissaient voilà, leur histoire pour chercher un sens au conte de Cendrillon et libérer le royaume. Mais derrière, ouais, ça semblait un peu vide. En fait, c'est dommage, mais je trouve vraiment que l'univers, les personnages, c'est pas assez creusé, alors qu'il y avait un giga potentiel. C'est vraiment dommage. En plus, au bout du compte, on voit pas forcément tout ce qui est organisation du pays, royaume. C'est un peu le même reproche que pour Violet Maid of Fun, c'est que c'est pas assez approfondi en termes d'univers, et quand on veut faire voilà, de la fantasy young adulte, c'est dommage voilà, de se limiter autant et de proposer un peu des personnages fades ou un univers un peu fade. Surtout que même si tout le roman reste très très bien écrit, moi je pense d'ailleurs que c'est vraiment ça aussi qui m'a permis de tenir jusqu'au bout les 300 pages, c'est ce côté très très bonne écriture qui nous captive, qui nous emporte avec une bonne dynamique, mais parce qu'à nouveau il y a un reproche, j'ai trouvé qu'à la fin ça allait beaucoup trop vite. En fait quand j'ai lu les dernières pages, j'ai eu l'impression de louper un coche, ou en tout cas d'assister à quelque chose comme un giga désordre, et d'être là, de regarder, et de juste pas comprendre ce qui se passe. J'ai peut-être même loupé des informations, c'est pas impossible. Ouais, mais j'ai trouvé que ça se résolvait beaucoup trop vite, que c'était limite trop facile et que ça répondait pas forcément aux problématiques soulevées. Pour autant, si vous cherchez quelque chose, voilà, sans vous prendre la tête comme moi je peux faire de Carcassonne les livres, si vous voulez voilà un bon livre bien écrit avec une bonne dynamique de manière générale, une intrigue plutôt sympa, et je vous le recommande vivement. Mais voilà, ne vous étonnez pas si effectivement vous trouvez que l'univers ou les personnages sont pas très creusés. Il faut quand même lui donner une chance, et si je ne l'ai pas aimé ou d'autres ne l'ont pas aimé, vous pourriez peut-être l'aimer. Donc dans tous les cas, je vous invite à le lire si vous le pouvez. Pour le prochain livre, on va s'attaquer à un très gros coup de cœur de ce mois de mai avec Les âmes torrentielles d'Agathe Portail. Honnêtement, c'est typiquement le genre de belle surprise que j'aime faire. C'est-à-dire que quand j'ai reçu le service de presse, je m'attendais pas à grand chose. En tout cas, j'avais pas de grosses attentes. Le pitch me tentait bien, j'étais un peu intriguée, mais voilà, sans plus, je me disais on verra. Et ça a été une super surprise. Enfin, au bout de même pas une cinquantaine de pages, j'étais déjà dans l'histoire. J'ai accroché directement au personnage parce que chacun est très touchant. Ils sont beaucoup plus creusés déjà que Cendrillon est morte, et ça fait toute la différence quand on a des personnages qui voilà, ont du potentiel et ont pas mal de mystères qu'on a envie de comprendre. Alors, en ce qui concerne l'histoire, on se retrouve en 2015, et plus précisément en avril 2015 en Pentagonie. Ce cadre plutôt déjà original, on voit pas ça tout le temps. Et en fait, on va suivre plusieurs groupes de personnages. On va suivre d'un côté donc Sandra et Benoît, je crois, c'est ça, qui sont des ingénieurs qui s'occupent de superviser le bon fonctionnement d'un barrage hydraulique qui a été mis en place il y a pas très longtemps. Sauf que de base, il y avait vraiment toute une équipe très grande autour de ce projet, et que petit à petit, on a pu laisser que ces deux ingénieurs un peu à l'abandon pour voir au niveau des résultats si ça colle avec les projections établies au début. Sauf qu'on se rend compte petit à petit que déjà l'ambiance entre les deux est pas forcément au beau fixe, et qu'en plus il y a quelques soucis au niveau du barrage. De l'autre côté, on va suivre deux personnalités qui pour le coup sont vraiment beaucoup
plus attachante à mon sens, et solitaire surtout parce que on a d'un côté Danilo qui est un peu le vieil homme bourru, voilà, qui a passé ses années dans les montagnes à préserver son élevage. Il a vécu dans la nature à la dure et ça se ressent. Il est voilà plutôt solitaire, plutôt franc, mais en même temps il est vraiment attachant. Lui justement au début de l'histoire, il revoit son fils qu'il a pas vu depuis plusieurs années et en fait ce fils pense avoir tué un étranger, ce qui faudrait dire qu'il est en cavale, mais il n'en est pas sûr. Il est pas sûr que justement l'homme en face soit décédé et donc son père lui dit bah écoute, moi je dois vendre tout mon troupeau, on va me chercher, je vais entamer le voyage avec une autre personne et je le renseignerai progressivement au fur et à mesure du trajet, je te tiendrai au courant. Arrive donc le groupe chargé d'accompagner Danilo dans son périple pour vendre les bêtes et il se retrouve très rapidement à devoir faire cavalier seul avec une jeune femme qui elle est plutôt mystérieuse aussi, qui s'appelle Alma et qui semble avoir un lien très étrange aussi avec ces montagnes, avec ce paysage de la Pentagonie, sauf que bah elle est très taiseuse, elle ne dit rien ou très peu. Et voilà, donc les deux entament un périple un peu comme ça à travers les plaines, non loin du barrage. Je ne vous en dis pas plus parce que vraiment je vous invite à le lire. C'était vraiment super sympa, le cadre, j'ai imaginé de suite les paysages, les personnages comme je vous disais, j'ai adoré Danilo et Alma. Le duo était juste incroyable, on sent que petit à petit en fait le voyage forcément va les amener à se rapprocher et à chercher à comprendre l'autre, sauf que Danilo a une vision des choses et Alma elle est vraiment campée sur ses positions, elle a même une opinion d'ailleurs très basse de Danilo. Et oui, vraiment chacun des personnages, cette palette de personnages, aussi bien donc Sandra, Benoît, Danilo, Alma, ils sont tous très bien amenés, très bien creusés psychologiquement. On alterne leur point de vue donc ça les rend vraiment accessibles tour à tour, on accède à leur intimité. Ce qui est fort, c'est qu'il y a certains personnages où même en accédant à leur intimité, on comprend pas forcément leurs réelles intentions. En tout cas, on a de belles surprises au cours de la lecture et ça c'est super sympa. Et en même temps, on a plein de belles thématiques qui sont abordées comme ça, l'air de rien ou parfois de manière plus approfondie pour essayer de ressortir voilà, des pistes de réflexion ou en tout cas de belles idées à retirer. Je pense notamment à l'héritage des Premières Nations puisque Alma en fait c'est une native. Elle a habité avec sa communauté il y a très longtemps, pas très loin, et j'ai trouvé que voilà, cette thématique là était très plaisante à voir, surtout la façon dont c'est traité. Que on voit également le côté la toute puissance des multinationales qui ne vont pas se soucier des personnes qui habitent sur le sol. Danilo notamment, il est amené à partir parce que le barrage justement empêche son exploitation de continuer, donc il a pas d'autre choix finalement que de quitter la terre qu'il a toujours connue, et c'est le cas pour aussi pas mal d'autres personnes, et parfois c'est même des terres qui sont transmises voilà, de génération en génération, de famille en famille, qui d'un coup sont confisquées par des multinationales pour faire du profit. Mais on a également la thématique de la puissance de la nature, et d'une nature qui est là en l'occurrence avec le barrage, plutôt malmené par les hommes. Mais on n'est pas au bout de nos surprises. Et autre gros point fort de ce roman, c'est l'écriture de Agathe Portail, que moi j'ai adoré. Vraiment, comme je vous l'ai dit, au bout de 50 pages, j'étais déjà dans l'histoire. Parce qu'il y a vraiment, comme pour les livres de Peter Swanson, l'intensité qui monte progressivement, cette tension qui pèse sur notre estomac au fur et à mesure qu'on lit. Et en même temps, c'est pas très agréable, mais on se dit, mais comment ça va se terminer? Parce qu'on sent venir les ennuis. On sait pas d'où est-ce qu'ils vont venir, mais on sent qu'ils arrivent, qu'ils se mettent en place progressivement, et nous on est là en tant que lecteur un peu impuissant. Ça a vraiment été un très gros coup de cœur, je pense même pas que j'ai de points négatifs à souligner parce que j'ai été embarquée du début à la fin, et ce qui est vraiment agréable c'est la fin où tous les éléments s'imbriquent les uns dans les autres et où en tant que lecteur on peut enfin souffler parce qu'on a tous les éléments, on comprend mieux la situation dans son ensemble, et ça en fait un très chouette livre du début à la fin, mais je me répète, donc si vous n'avez pas compris, lisez-le. Pour le prochain livre, je vais vous parler d'un autre coup de cœur, mais beaucoup plus restrictif en termes d'audience. Donc il s'agit de Les Vallées Closes de Michael Brun-Arnaud aux éditions Robert Laffont. C'est l'auteur de Mémoires de la Forêt, mais pour autant, si vous avez lu Mémoires de la Forêt, je ne vous recommande pas forcément, obligatoirement Les Vallées Closes, parce que j'ai énormément apprécié ma lecture, mais s'il y a bien une chose à souligner d'entrée de jeu, c'est que ce n'est pas un livre à mettre entre toutes les mains. Pour ce qui est de l'histoire, alors déjà il faut imaginer un village, voilà, en France, un peu bourru, un peu enfermé dans des préjugés, voilà. J'imagine que vous avez un peu le tableau, et en fait, au milieu de tout ça, on va avoir un employé de mairie qui s'appelle Paul-Marie, et Paul-Marie, il va être accusé de violence sexuelle par un jeune homme avec quelques déficiences mentales qui s'appelle Enzo. Évidemment, ça ne passe pas du tout pour la communauté qui juge d'entrée de jeu Paul-Marie coupable, qui ne cherche pas à avoir plus loin, et Paul-Marie n'a pas d'autre choix que de se terrer chez sa mère avec qui il a des relations plutôt compliquées, et Paul-Marie en fait va progressivement tomber malade, donc c'est un peu une
course contre la montre entre la mère et le fils pour essayer de renouer un lien, et en même temps pour comprendre quel est l'enjeu du drame, qu'est-ce qui a bien pu se passer, et si en vérité est-ce qu'Enzo a raconté la vérité ou non. Comme je vous disais, pour moi ça a été un très gros coup de cœur, mais c'est violent, c'est sombre et c'est très cru. Autant au niveau des thématiques, des dialogues, des personnages, de l'ambiance générale, ça en fait vraiment un livre très particulier que moi j'ai beaucoup aimé, mais bon voilà, je sais que y a eu pas mal d'avis négatifs parce que justement c'est très sombre comme vision du monde. De toute façon, le tout se joue dans les 50 à 100 premières pages. Si vous voyez que ça ne le fait pas, je ne vous conseille pas de continuer. Après, au bout d'un moment, généralement, on finit quand même par s'habituer au style d'écriture ou à l'ambiance générale. Après, je peux comprendre que ça ne passe pas même au bout de 55 pages. Il est très bien écrit. On imagine facilement ce village, on imagine facilement les personnages. Des personnages qui sont très bruts de décoffrage. Moi, j'ai beaucoup aimé la mère de Marie-Paul parce que justement, en fait, c'est le personnage, je trouve, le plus intéressant à observer avec une évolution, notamment donc vis-à-vis de la relation qu'elle a avec son fils, mais également de sa perception du monde, puisque au départ, c'est un peu la honte d'avoir comme ça son fils qui se cache chez elle, et petit à petit, on comprend qu'en fait, au bout d'un moment, elle en a marre de cette situation, elle comprend pas pourquoi il y a une telle vindicte populaire autour de son fils alors qu'il n'y a pas de preuves, que c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Mais bon, Paul-Marie, il a autre chose à faire que voilà, de prendre la parole pour expliquer sa version des faits. Et puis même, il a pas l'air de forcément le vouloir parce qu'il a un lien un peu particulier avec Enzo. Le gros point fort du roman, c'est que c'est au lecteur en fait de rassembler lui-même les indices qui sont disséminés un peu partout, avec l'alternance de points de vue qui permet d'avoir voilà, une autre approche des faits, de pas être comme le reste du village à juger sans avoir de clé en main. Et pour le coup, ça reste vraiment un très gros coup de cœur, même si c'est vraiment le genre de lecture très dur où juste après il faut enchaîner avec quelque chose du feel good ou peu importe, mais quelque chose de beaucoup plus léger. Moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance et les thématiques qui sont abordées. Je n'en dévoilerai pas trop parce qu'il faudrait pas que je vous gâche trop le suspense, mais les thématiques abordées, la palette de personnages, l'ambiance générale, j'ai fait rouler mon R, ça a vraiment été quelque chose qui m'a beaucoup plu et je l'ai dévoré, littéralement je l'ai dévoré. Donc je ne peux que vous le conseiller si vous avez le cœur bien accroché et si ce genre de livre un peu plus cru, un peu plus sombre ne vous fait pas peur ou en tout cas ne vous repousse pas. Pour le prochain, on va partir sur une ambiance radicalement différente mais étrange, avec une bonne lecture mais un peu bizarre de ce mois de mai, avec Ici et seulement ici de Christelle Dabos, qui est publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Je pourrais pas facilement vous décrire le résumé parce que c'est un livre très particulier, c'est le genre de roman choral où on a plein de points de vue, mais tout ce que vous avez plus ou moins besoin de savoir, c'est qu'on va avoir plusieurs personnages qui gravitent autour du passage au collège, plein d'adolescents comme ça, plutôt différents, et en même temps ce collège, il est quand même bizarre, il semble avoir une temporalité, un petit aspect fantastique qui fait que c'est pas forcément la rentrée des classes la plus, la plus simple ou celle à laquelle on pourrait s'attendre. Je pense que c'est le résumé le plus clair que je puisse vous donner. Alors, on est vraiment sur quelque chose de radicalement différent de ce qu'elle a pu faire par le passé. Comme pour Michael Brun-Arnaud, on s'oriente vers un nouveau chemin. Et ça en fait une lecture où je vous avoue que je l'ai lu il y a un moment et pour autant je sais pas vous dire si ça a été un coup de cœur, si j'ai beaucoup aimé ma lecture, si je l'ai détesté, je saurais pas vous dire. Juste, c'était une lecture. J'ai vécu une expérience très bizarre en le lisant. Ça m'a pas forcément déplu, mais ça m'a un peu perturbée. Voilà, c'est le genre de lecture un peu dérangeante, perturbante, mais en même temps qui reste intéressante à découvrir. Et qui révèle également tout le talent d'imagination, d'écriture de l'autrice, parce que ça, en dépit du côté peut-être un peu abstrait parfois de l'histoire, ça on peut pas le nier. On sent vraiment qu'elle a une sacrée imagination et derrière elle a une belle plume qui rend vraiment honneur et qui rend service à cette imagination là. Parce que je pense pas que ce soit aisé de retranscrire autant cette atmosphère, cette organisation même de l'univers, bref. On est vraiment sur un registre entre réalité et fantastique. On oscille parfois entre les deux, surtout au début je trouve. La frontière entre les deux est un peu difficile à admettre. Au niveau de la construction, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais on est sur une alternance de points de vue entre plusieurs élèves, mais également entre plusieurs temporalités, et ça c'est un point que j'aurais aimé savoir, parce que j'ai été un peu perturbée au début, je savais pas trop qui était quand et où était qui. Voilà, on est sur plusieurs temporalités, après voilà, il faut un temps d'adaptation quand même pour avoir toutes les clés en main. Sachant que chaque personnage a sa problématique, a son histoire, même si des fois il y a des petits liens qui sont faits entre les uns et les autres, ouais, il faut un temps d'adaptation. Le plus déroutant, c'est le côté
introspection que ça m'a procuré en fait comme lecture. Par le biais de différents portraits de personnages d'adolescents, en fait moi ça m'a beaucoup fait penser à moi quand je suis entrée au collège. Ça n'a pas fait remonter toujours que de bons souvenirs, mais de manière générale ça a proposé un nouvel angle de vision, une nouvelle manière de regarder en fait cette étape qui reste fondamentale dans notre construction en tant qu'individu. Et j'ai beaucoup aimé ce côté réflexion autour de ça, afin de nous permettre de se poser dans ce cadre un peu parfois réaliste et de prendre un temps pour se dire ok, ce que j'ai vécu, c'est pas que c'était normal, mais je suis pas la seule à l'avoir vécu, ou ça en fait je comprends mieux les mécanismes. Bref, vous comprenez l'idée. Il y a un point qui m'a quand même un peu chagriné, c'est le côté très sombre, la vision très sombre de manière générale de l'étape du passage au collège. Alors certes, c'est pas tout beau, tout rose tous les jours, mais pour autant, on peut quand même s'y forger de bons souvenirs. Et j'aurais aimé qu'il y ait cette nuance en plus, parce que je trouvais vraiment que la vision était très pessimiste, très noire, très lourde parfois. Et il y a très peu de moments où vraiment les personnages sont heureux de leur situation, où ils profitent un max, où ils sont contents d'être là. Alors que après, ça dépend toujours des individus, mais moi je sais que il y a certains jours où j'étais plus contente que d'autres de venir, que par exemple les amis. Les amis, on peut se faire plein d'amis à partir du collège. Le collège ça reste quand même une partie où c'est des amis qui restent. En tout cas on peut se faire des amitiés qui peuvent perdurer au-delà de la scolarité. Donc honnêtement ça reste un livre où j'ai un peu du mal à me positionner. Je vous le recommande parce que vraiment, comme je vous le disais, si vous avez aimé l'écriture de Christelle Dabos, si vous voulez voir quelque chose de complètement original et une expérience proprement parlée, une expérience nouvelle et un peu immersive, foncez. En revanche, je le mettrai pas forcément au rayon de jeunesse parce que j'aurais plus tendance à le proposer à un lectorat jeune adulte, mais je le mettrais pas entre les mains d'une personne en dessous de 15 ans, justement parce que on se dit c'est un livre sur l'entrée au collège, pourquoi pas l'offrir à quelqu'un qui entre au collège, mais pas une bonne idée, vraiment pas. Puis il y a tout ce côté un peu abstrait, un peu réflexion autour de la scolarité et de ce que ça nous apporte, qui fait que je le recommanderais plus pour des jeunes adultes pour vraiment profiter à fond de l'expérience et voilà. Et ne pas perdre en chemin des informations. Donc si vous êtes tenté, je vous invite vraiment à le lire parce que ça vaut le détour. Et la dernière pépite de ce mois de mai 2023 que je tenais à vous présenter, je l'ai déjà présenté sur Instagram. Beaucoup d'autres des livres que j'ai présentés le sont déjà ou le seront dans les prochains jours à venir. Mais donc je voulais vous parler de La génétique au cœur de Philippa Mouyel et Héloïse Chochois, aux éditions d'Argo. Pour ce qui est de l'histoire, on est vraiment sur un prétexte, une petite scénette, en tout cas une partie un peu histoire où un père et sa fille vont avoir des échanges autour de la génétique, notamment parce que la jeune fille a fait des tests génétiques, vous savez les trucs qu'on peut acheter justement pour essayer de savoir d'où l'on vient, etc. Sauf que son père, il a toujours eu une position farouchement opposée à ce système. Il a pas arrêté de lui dire toute sa vie et elle lui avoue un peu dépitée à demi-mot que elle a craqué pour différentes raisons que on découvre. Et ça va être l'occasion en fait d'une discussion beaucoup plus profonde sur la génétique, sur ses enjeux, sur ces sociétés justement qui vous proposent d'acheter des packs pour pour déterminer vos origines, et justement ce que éventuellement dans un futur pas si lointain on pourrait faire avec la génétique et les dérives que ça peut amener. Donc vraiment un très chouette ouvrage. J'ai craqué parce que au moment où il est sorti, j'avais eu une discussion avec mon compagnon au sujet de ces tests et ça m'a convaincue de pas forcément le faire. C'est très bien comme ça. Si j'ai des doutes sur mes origines, je demanderai à ma famille ou je ferai mon arbre généalogique. Mais c'est tout. Parce que je vous invite à le lire pour savoir un peu ce qui se passe. Le gros point fort de cette BD, c'est son côté très accessible. En fait, par le biais de l'histoire que je vous ai présentée vite fait, ça va nous permettre d'aborder plein de sujets. La génétique, c'est très vaste. Et ça nous permet de nous donner des points clés, des notions qui sont super importantes pour comprendre en tout cas les bases de la génétique. Après, libre à nous ou pas de poursuivre plus loin si le sujet nous intéresse vraiment. Mais ça nous donne comme ça les bases et ça rend le propos tout de suite plus accessible parce que ça reste quand même un sujet très important en tant que citoyen, en tant qu'individu à comprendre, surtout vis-à-vis des enjeux et des dérives que ça peut engendrer. En ce qui concerne la partie graphique, moi j'ai beaucoup aimé. Alors ça reste des dessins, j'aime pas dire simple parce que ça dénigre un peu la qualité du dessin. Plutôt c'est des planches plutôt aérées, plutôt formes arrondies. Donc c'est quelque chose de très plaisant à lire.
lire, c'est pas des dessins où on doit chercher les détails dans chaque planche, essayer de comprendre, de plisser les yeux pour voir un peu les petits mystères qui se cachent. Là ça reste vraiment le but, on le comprend, c'est rendre accessible la génétique et au moins soulever un débat qui peut être super intéressant, qui est super intéressant d'ailleurs. Et moi j'ai beaucoup apprécié cette lecture parce que ça a répondu à mes questions, en tout cas les plus grandes, et ça m'a permis d'avoir une position plus éclairée vis-à-vis de la génétique, alors que je ne suis pas du tout une personne sensible à la science, ou en tout cas j'ai beaucoup de mal à suivre les discussions scientifiques. Donc si le sujet vous intrigue un peu, si vous êtes tenté par les tests génétiques, n'hésitez pas à la lire d'abord pour savoir un peu vers quoi vous vous orientez, parce que ça reste très important de s'informer au préalable. Et sur ces douces paroles, moi je vais vous laisser. J'espère évidemment que la vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça me fait beaucoup plaisir de pouvoir échanger avec vous, en tout cas de vous présenter les petites pépites de ce mois-ci, parce que ça a été un mois un peu compliqué émotionnellement parlant. Ces derniers mois je retrouve vraiment le plaisir de pouvoir échanger sur YouTube. Je vois qu'en plus vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça fait encore plus plaisir. Les retours sont très bons, donc merci pour tous vos commentaires, vos likes, etc. Vos petits messages privés également. J'ai reçu des messages qui m'ont fait chaud au cœur. Donc voilà, merci beaucoup. J'espère que je ne vous décevrai pas pour le futur, parce qu'on a plein d'autres points de lecture, plein d'autres présentations de livres qui nous attendent, vous et moi. Et j'ai hâte, et j'ai vraiment hâte. Et n'hésitez pas à suivre dans la barre de description, vous retrouverez les liens notamment donc vers ces comptes Instagram et TikTok. Je poste très régulièrement sur Instagram, je vous tiens au courant de mes lectures, donc comme ça vous pourrez savoir un peu en avance quel livre je vais présenter, vous pourrez voir certains coups de cœur, puis ça permet d'échanger, d'avoir plus de proximité que sur YouTube. Sur ce, ça fait beaucoup de blabla je pense. Mais ça me semblait important d'aborder tous ces points. Et moi je vous dis du coup à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!